Et bienvenue dans Tunnel. Nous sommes le 30 mai à Paris, il est 19h. Cette semaine, j'ai adoré rien du tout. Arrêtez de me demander, il fait mauvais temps, j'enchaîne les tuiles comme avant, j'enchaînais les coups de chance. Le fascisme est à nos portes et les bombes pleuvent et les gens meurent en dessous. Cette semaine, j'ai détesté la mairie de Paris, figurez-vous, car que ce minois adorable ne s'est pas dégradé tout seul. Je partais tranquillement sous la pluie en vélo à une release party de SCH où on devait manger des cannelloni. Donc c'était mardi midi quand j'ai glissé. Et c'est au sol quand j'ai vu des dames au-dessus de moi pousser des que je me suis mise à pleurer. Dans cette eau au sol qui se mêlait sûrement à d'autres choses sur le boulevard Magenta, en me disant que définitivement le ciel n'arrêtait pas de me tomber sur la tête. Ce qui nous intéresse, c'est qu'une fois dans le camion des pompiers, la police est montée me dire « Pop, 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 c'est la faute de la chaussée, elle a un affaissement. » Désolée, je fais toujours l'accent du sud quand j'imite la marée chaussée, j'arrive pas à faire autrement. Bref, j'ai super mal à la tête, au cou, aux genoux. Et malgré mon running gag sur Valérie Pécresse et son service de transport éclaté, on craint le pire pour les JO, qui me pousse à crier « Valérie !» jusque sur les quais de métro bruxellois en cas de retard quand je rentre chez moi. J'ai une nouvelle ennemie, en la personne de la maire de Paris. En tout cas, j'ai hâte que sa fortune me paie un casque. Et je présente mes excuses à mes parents qui apprennent ce menu accident ce soir en live en regardant la vidéo. Je n'avais pas le choix, j'étais très pressée. Voilà. J'ai découvert un nouveau service d'urgence à Paris, du coup, le 4e en un an, parce qu'ici on a de la chance, quoique normalement j'y vais après les émissions et pas avant. Et j'ai écouté en boucle, enfin, la chanson « Au printemps de quoi rêvais-tu » de Jean Ferrat, parce que pour plein de raisons, allez l'écouter. Alors que tout brûle, on ne relâche pas les efforts pour s'informer et informer les autres. Et on essaie de garder des forces. Comment ? Pas en éteignant son téléphone. Dites que je suis naïve, mais je pense qu'on peut garder des forces et en regagner par l'amour et la gentillesse. À deux doigts de vous chanter « We are the world, we are the children ». Quelles sont les vertus de la gentillesse ? À quoi nous pousse-t-elle ? Est-ce qu'elle peut être vraiment pure ? Peut-on se déclarer soi-même gentil ? Pourquoi les gens sont-ils parfois méchants ? Être gentil, est-ce être con ? Ce soir, bienvenue au pays des bisounours pour une longue discussion sur la gentillesse. Et pour discuter de tout ça, à ma droite, Marie de Brouwer. Bonjour. Tu es podcasteuse, donc nous avons Touriste avec Maxime Muscat qui est déjà venu à ce micro, et tchatcheuse. Tu es humoriste, autrice, créatrice de contenu, et tu seras en spectacle au Popin Comedy Club le 15 juin et le 19 juillet. Et désolée, mais je suis obligée de lire la bio aussi que tu as écrite et envoyée. Marie de Brouwer, 29 ans, bélier ascendant balance. Elle aime parler dans des micros et faire des blagues sur son célibat et son gros cul. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette bio ? Non, c'était tout bon, c'était nickel. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom du Comedy Club ? Pas vraiment, mais... C'est le Popin ? Surtout, c'était pas les bonnes dates, mais... Ah merde. C'est le 14 au Popin et le 18 juin au Ginette. C'est dans 2 endroits, voilà. Moi, j'ai pas eu les bonnes infos, mais voilà. Mais c'était quasiment, t'inquiète. Et tu pourras de toute façon les répéter à la fin. Merci. Ces spectacles, de quoi ils parlent ? Exactement pareil, de mon gros cul, de célibat, de la vie, c'est du stand-up, donc c'est vraiment, je parle de moi, quoi. Et donc on fait des 30-30, c'est-à-dire que j'ai pas encore un spectacle entier, complet, parce que j'ai commencé le stand-up il y a qu'un an. Et 30-30, on fait 30 minutes de blague avec quelqu'un d'autre, Étienne et Elsa, que je big up, je me permets. Eh bien, big up à Étienne et Elsa s'ils nous écoutent et nous regardent. À tes côtés, Deva Muse. Tu es parisienne, mais surtout bruxelloise, et tu chantes depuis toujours. Tu sors ton premier projet en 2019, et ta musique prend en maturité jusqu'à ton style actuel, hybride entre R&B, rap autotuné et pop alternative, couronné par ton tout dernier EP, sorti aujourd'hui même, Eclosia. Yes. Avant d'être sur la scène des Ardentes à Liège, le 11 juillet, tu nous interpréteras ce soir Le Plan. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre ? Oui. Merci déjà pour cette petite intro. Le Plan, c'est un titre qui est hyper important pour moi et surtout pour ce projet parce que c'est un titre qui parle vraiment de la résilience, de comment je continue à me battre pour mon projet, pour mon bonheur. En fait, le plan, tout est dans le titre, clairement, c'est mon plan. Tout y arriver, tout faire pour y arriver, enfin pas tout, mais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour y arriver, démontrer de ma résilience et montrer aussi qu'il faut toujours croire en soi et de continuer vraiment, voilà.
à tout donner. Merci beaucoup Deva, bienvenue. Merci. À ma gauche, j'ai Chloé Wary. Tu es dessinatrice de BD. Alors personnellement, je suis allée voir du coup un peu tout ce que tu as fait, j'ai envie de tout lire. En 2017, à 22 ans, tu fais ton projet de fin d'études sur les droits des femmes en Arabie Saoudite, avec un focus sur sur le droit de conduire, donc conduite interdite. Puis tu remportes le prix du public du Festival d'Angoulême en 2020 avec Saison des Roses, sur le football féminin que tu t'es mise à pratiquer pour mieux comprendre ton sujet. Et tu reviens en 2023 avec Rossignizo, qui suit la trajectoire de 4 amis d'enfance à Rossigny-sur-Seine. Est-ce qu'il y a un point liant dans cet ensemble un peu éclectique ? Oui, carrément. Je pense que ce qui relie ces livres, c'est les meufs des terres, quoi. C'est leur parcours, leur quête, leur chemin d'émancipation. La détermination, donc. Voilà. Merci Chloé, bienvenue. Merci. Doria D, toi tu es de Louvain-la-Neuve. On parle beaucoup de Belgique, décidément, depuis le début de cette émission. Même. De Bruxelles. Ouais. Chanteuse, tu te produis sur tes premières scènes à 16 ans. En 2021, ton single Dépendance te fait remarquer d'abord en Belgique, puis en France. Forte de ces coups d'éclat, tu as enchaîné les tournées et tu arrives désormais avec un premier album, enfin, Je cherche encore, qui sort demain, 31 mai. Exactement. De quoi parle cet album ? C'est un peu ma petite quête personnelle. Je cherche encore, je cherche plein de choses, plein de réponses. Et je sais que je vais jamais trouver toutes mes réponses. Mais j'ai quand même des petites réponses qui arrivent en grandissant. Et puis il y a d'autres questions. Mais ouais, c'est une quête infinie, je crois. Et merci beaucoup. Bienvenue Doria. Et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. Ce soir, nous parlons de la gentillesse. Et on va commencer tout de suite sur une question assez générale, mais c'est toujours bien pour introduire et voir un peu vos positions là-dessus. Qu'est-ce que la gentillesse pour vous ? Vous avez 4 heures. 2 heures, c'est déjà pas mal. C'est quoi la gentillesse ? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est d'être gentille, c'est le truc claqué. Je suis vraiment très gentille. C'est de faire preuve de bienveillance et d'avoir beaucoup d'amour et d'essayer de le partager aux gens. Vouloir bien des autres. Ouais. Et ce soir, c'est l'élection de Miss France sur Move. Ok. Ouais, non, je sais pas, je dirais aussi la patience avec les personnes qu'on aime, je sais pas, essayer de comprendre les gens, être bienveillant. Avoir de l'empathie. Être douceur. Ouais, c'est ça. L'empathie. Donc ce serait un peu un espèce de parapluie en fait qui regroupe d'autres vertus, d'autres qualités en fait. Complètement. Et d'autres comportements. Plein de choses, je pense. Ouais. Et est-ce que vous voyez est-ce que vous opéreriez une différence entre la vraie gentillesse et pure vraiment et la fausse gentillesse ? Ah oui. La gentillesse intéressée, genre. Ah oui. C'est quoi la gentillesse intéressée pour toi, Doria ? Par exemple, si t'as des idées derrière la tête et que du coup t'es gentil juste pour ton profit en fait. Ça vous parle surtout de la table d'Eva ? Ouais, grave. Oui, de fou, en fait, parce qu'il y a des gens qui ils utilisent, on va dire, une gentillesse, entre grands guillemets, pour essayer, c'est ça, d'obtenir des choses, ou alors de faire passer des comportements en disant « Ah, je suis gentil », mais en fait, qu'est-ce que tu as fait vraiment comme acte de gentillesse derrière, à part dire que tu es gentil et ne pas m'agresser ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je suis bien d'accord. Et même, je pense qu'avec l'âge, moi, je sais que j'ai un peu ce truc de je capte pas les mensonges, je capte pas la malveillance du tout. Ça s'appelle la neurodivergence. Ah ouais ? Mais non, j'ai pas ça, j'y crois. C'est une mauvaise nouvelle. Je suis psy, voilà, ça fera 60 € de psy. Ça fait 7 ans que je suis en thérapie, merde, elle aurait pu me dire. Mais de pas capter un peu ce truc-là et en vieillissant d'avoir roulé ma bosse, quoi, en termes de trucs de tocard. Je me dis, ah putain, mais comment les gens font pour être pas cool comme ça à ce point ? Et ça se travaille avec l'âge, je pense. Hein. Non, on arrive à être toujours surprise quand même, je trouve. Ouais, jamais étonné, toujours déçu. Non, mais ça, t'es là, mais non, mais c'est pas possible. Ouais, mais je sais pas, je pense que l'étape d'après, comme tu dis, de l'évolution de ça, c'est accepter, en effet, d'être déçu. Accepter que, en fait, c'est la 15e fois dans ma life, putain, je me suis encore fait avoir, mais je l'accepte. Je vais continuer à être gentille. Mais du coup, Deva, toi, t'es plutôt dans quelle stratégie ? Est-ce que t'es dans une stratégie où tu te dis... ok, ça vaut pour l'amour, l'amitié, tout en fait. Est-ce que tu dis ok, je me suis fait avoir, donc du coup on m'aura plus, maintenant je vais être très méfiante, ou tu choisis que ton, comme on dirait sur TikTok chez les gens, que ton cœur reste ouvert? Non, en fait j'arrête pas de dire ça. À chaque fois je dis ça, je dis cette fois-ci c'est terminé, plus jamais on me la fera.
Et je me fais toujours avoir. Donc, finalement, je crois que c'est plutôt ma nature qui reprend le dessus à chaque fois. On a toujours des idées. On a toujours envie. Même, tu vois, quand tu donnes des conseils à une pote, tu vas toujours lui dire ouais, faut que tu fasses ça, parce que tu sais que c'est la meilleure chose à faire. Mais techniquement, tes émotions, ta personnalité, tout ça, ça reprend le dessus. Donc finalement, à chaque fois, je me dis ouais, je me fais plus avoir cette fois. Et puis après, je rencontre quelqu'un et je l'aime bien. Et puis voilà, ça repart. Les filles, vous reconnaissez dans ces expériences, Chloé, Doria? Ouais, carrément. En fait, j'étais en train de me dire que vu le monde dans lequel on vit, la gentillesse, ça s'entretient, quoi. Parce que, justement, après des moments de désillusion où tu peux te sentir hyper bête, hyper seule, à avoir peut-être fait confiance aux mauvaises personnes, en fait, il faut un peu repartir de zéro à chaque fois pour pas tomber dans ce truc de tant pis, je vais me méfier de tout le monde maintenant, et limite, tu deviens un peu complotiste, parano, à voir le mal partout. Et du coup, je me dis, je pense qu'il faut garder une espèce d'énergie comme ça, positive, pour essayer de croire que chaque nouvelle rencontre peut potentiellement t'apporter un truc cool, quoi. Mais tout nous décourage un peu, donc je crois que il faut la cultiver non-stop, quoi. Et après, je crois qu'on commence un peu à sentir aussi au bout d'un moment avec qui tu vas pouvoir réellement tisser des liens, construire un truc fort et sincère. Et ceux avec qui ça fonctionnera pas, je pense qu'à un moment donné, on a l'intuition de les mettre peut-être un peu de côté, quoi. Mais tu penses que ça existe, les gens 100% gentils, ou même des gens gentils, suivant les circonstances, ils peuvent quand même nous décevoir? Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que plus tu deviens adulte, plus tu te fais, assommé par tout un tas de mauvaises ondes, quoi. Et je pense qu'il faut. Je crois que moi, j'essaye de garder autour de moi des espèces de refuges, que ce soit des groupes de gens, des endroits, des lieux où je me sens bien, où je peux un peu faire le point. Et ça me permet de recharger un petit peu les batteries et de repartir un peu ensuite dans l'arène, quoi. Mais... Dans la jungle de la vie. C'est ça. Et est-ce que vous pensez, justement, toujours dans cette histoire de est-ce qu'il y a des gens 100% gentils, est-ce qu'on est toujours gentil gratuitement, ou est-ce qu'on l'est dans le but d'obtenir une réciprocité? Je m'explique. Il y a ce truc, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, en sciences politiques, on apprenait qu'en gros, l'altruisme, par exemple, le fait d'être dans des assos, c'est jamais 100% désintéressé. C'est parce qu'en fait, socialement, tu as besoin de faire ça, ou alors c'est une façon de mieux accepter ta condition de dominant. En l'occurrence, c'est une histoire de classe sociale. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on n'est pas à une âgée, ce que je déplore. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une gentillesse qui émane du cœur, qui est totalement désintéressée? Oui. Moi, je crois aussi, ouais. J'y crois aussi, et puis même si je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais de base, moi je crois vraiment au fait qu'il y a des grands gentils, il y a des gentils, mais je crois pas au fait qu'il y ait des grands méchants. Je pense que les gens méchants, c'est des gens traumatisés, c'est des gens tristes, c'est des gens malades, c'est des gens ce que tu veux, mais que c'est plutôt l'inverse, et qu'en fait de base on serait peut-être plutôt tous gentils, et que est-ce que les preuves de gentillesse travaillées sont forcément intéressées? Je pense que l'intérêt numéro 1, c'est pour nous-mêmes, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, c'est trop agréable d'être gentil. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais finalement, il y a un truc de tu vois, quand on dit genre on va être gentil aussi pour se faire du bien, du coup il y a un côté aussi intéressé de notre bien. Et est-ce que c'est mauvais ou pas? Je sais pas, parce que je pense pas. Non, mais je veux dire pas intéressé en mode je vais obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre, mais intéressé pour son bien, pour se faire du bien à soi. Et du coup je trouve ça pas si mauvais que ça, si on essaye de prendre la chose d'une autre manière, de se dire que parfois on est gentil parce que ça nous purifie et ça nous fait du bien, donc ça nous apporte quelque chose. Mais vous parlez d'action de gentillesse, comment ça se manifeste pour vous, la gentillesse? On avait au micro d'Inter il y a quelques mois Franck Martin, qui est auteur, qui disait que la gentillesse est le bras armé de l'amour. C'est assez intéressant. Je trouve que si tu le connectes avec je sais pas si vous connaissez la théorie de love language, qui serait en fait les 5 façons qu'ont les gens d'exprimer l'amour ou d'aimer le recevoir, qui du coup est différente selon tout le monde, donc ça peut foutre la merde même dans des couples qui s'aiment beaucoup. Et du coup il y aurait les paroles, le toucher, les services rendus, le temps de qualité et les cadeaux. Et du coup, il y a des trucs de gentillesse là-dedans. Comment ça se manifeste pour vous, la gentillesse?
Moi, je pense que c'est juste déjà prendre soin des gens, en fait. Et juste essayer que tout le monde soit bien. Et ça peut varier dans plein d'actes, plein de choses différentes. Et bien sûr, il y a de l'amour. C'est vrai que c'est assez parlant, c'est le petit bras de l'amour, un peu. Mais ouais, clairement, juste essayer de prendre soin des gens, en fait. Je suis d'accord. Ça vous parle? Moi, je crois vachement à ce truc de mimétisme, un peu. Et je me dis que tu vas être témoin d'une situation avec, je sais pas, où il se passe des choses cool, les gens sont sympas, détendus, sincères, il n'y a pas de prise de tête. T'as envie, je pense, de participer ou en tout cas de reproduire ces trucs-là parce que tu vois que ça te fait du bien et que les gens ont l'air plutôt apaisés dans ce genre de situation. Et du coup, je trouve que ça motive un peu à cultiver cette gentillesse-là, quoi. Good vibes. Bah, typiquement, Paris, je trouve ça... Enfin, désolée, hein, c'est vraiment du Paris blaming à chaque émission. Mais Paris, ça rend méchant. Ah ouais, vraiment. Genre, moi, quand je suis à Bruxelles, j'ai pas du tout la même personnalité que quand je suis à Paris. Je veux dire, à Paris, en fait, que tu sois dans le métro, que tu sois à pied ou que tu sois en vélo, tu te fais agresser constamment par les gens parce qu'on est juste trop nombreux pour ce petit espace. Et je trouve que, enfin, même moi je le vois, genre les gens ils me parlent mal, je leur réponds trop mal aussi, enfin je me démonte pas du tout, mais du coup j'ai des interactions d'embrouille avec des gens dure, hein. Tous les jours, tu vois. Moi j'ai vu une scène qui m'a rendu ouf. On a le droit de dire des gros mots et tout. Bien sûr. Allez. Mais j'ai vu une scène terrible où vraiment il y avait une mamie qui traverse la route avec sa petite canne. Elle traverse, le bonhomme est rouge. Elle a sa petite canne comme ça. Et il y a un vélo qui veut passer, qui la contourne. Elle essaye de lui planter la canne en lui en gueulant « C'est à moi de passer, c'est à moi de passer !» Lui, c'est un jeune trentenaire dynamique avec son petit vélo qui fait genre « Mais c'est rouge pour toi, connasse !» Et elle fait « Connard, connard !» en essayant de le taper avec la canne. Et je suis en mode « Ok, donc dans un monde où on veut soit écraser des vieilles dames, soit les faire tomber des cyclistes et leur faire avoir un accident, et on se traite mutuellement de connards et de connasses. » J'étais là, bah top. Vivement que je parte vivre en Bourgogne. C'est la ville de l'amour. Mais c'est ça, love, Paris. De l'amour toxique, apparemment. Non, moi je trouve que c'est Bruxelles, la ville de l'amour. Paris, c'est la ville de la haine, vraiment. C'est trop. Et justement, Doria Day, que vous venez d'entendre, est avec moi à cette table, avec mes autres invités, Chloé Wary, Marie de Brouwer et Deva Muse, pour parler ce soir de la gentillesse. Est-ce que tu peux nous expliquer juste, Doria, ce titre, le petit chemin qu'il a fait, etc. Le titre Dépendance, ici. Ouais. Bah, c'est un titre en fait que j'ai sorti en 2021, je crois. Et avant ça, je chantais avec ma petite guitare dans des bars, je composais dans ma chambre, mais vraiment il se passait pas grand-chose. Et puis cette chanson a eu un buzz qui m'a un peu dépassée. Je me suis retrouvée à jouer devant plein de gens et tout, c'était assez ouf. Mais du coup, tout a été très vite, donc c'était pas trop ma vibe en vrai. Là maintenant, les nouveaux sons qui sortent demain sont une vibe bien différente. Mais en tout cas, ça m'a permis de me rencontrer un petit public, en tout cas. Donc c'est quand même un morceau important. Même si en vrai, maintenant, je le déteste un peu, honnêtement. C'est vrai. Mais tu sais que c'est trop marrant parce que tous les musiciens et musiciennes qui viennent à ces micros me disent à chaque fois, en gros, le truc qui les a grave fait connaître et qui est le tube et tout, ils n'en peuvent plus, quoi. Mais bon, t'es obligé de le chanter. Quand on t'invite, on te fait chanter ça et tout, tu vois, c'est obligé. Mais Et même, j'étais trop jeune. J'avais pas pris encore le lead sur mon projet et tout. Et t'avais quoi? T'avais 21 ans, du coup? Ouais, c'est ça. Very young. On va parler justement de... c'est souvent accolé à la jeunesse, la question de la naïveté et du fait d'être bien gentil. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que gentil, c'est presque une insulte pour dire con quand on dit oui, il est gentil, il est brave, il est bien gentil. On a toujours l'impression que c'est l'espèce de benet du dîner de con. Enfin, comment vous voyez ça? Ouais, c'est vrai que gentil a été affilié à con, alors que pas tant, mais moi j'avoue, je le fais tout le temps. Hein. Ouais, il est gentil, mais il est un peu lourd quand même. Moi, généralement, c'est pour dire des gens pas drôles. C'est non, mais il est gentil, mais pas drôle, pour un sou, quoi. On dit ça aussi pour les gens pas très, tu sais, qui nous plaisent pas. Ouais, il est gentil. Il est gentil. Ah ouais, je le fais moins, mais je vois ce que tu veux dire, je l'entends par contre. non, mais il est super gentil. C'est dommage, parce que c'est vrai que c'est une vraie qualité. Enfin, genre, moi, je sais qu'entre moi de 20 piges, tu cherches quoi chez un mec, je disais jamais gentil, maintenant à 30, bientôt, qualité numéro 1, quoi. C'est avec clair. Drôle en 2. Eh ben, t'anticipes une de mes questions que j'avais mise bien après. C'est où est-ce que vous placeriez justement la gentillesse dans vos espérances amoureuses? Sachant, je fais tout ça avec mes potes, sachant que, imaginons qu'il y a
gentillesse, beauté, humour, intelligence. Quand je joue avec mes copines, on met la richesse aussi, mais j'ai la flemme qu'on ait des débats parallèles sur Twitter et tout. Donc on va juste mettre gentillesse, beauté, humour et intelligence. Comment est-ce que vous classez ça ? Gentillesse, beauté, humour, intelligence. Ok. Moi, je classe humour en premier. J'avoue, je préfère un mec un peu moins gentil, mais très drôle. Ouais, genre, il fait des blagues sur toi méchantes. Les blagues pas gentilles. Non, mais parce que je sacrifierais pas la gentillesse non plus, mais je pense que aussi dans de bonnes blagues, parfois il y a un peu de méchanceté, c'est pas impossible, franchement. Et que moi, je préfère rire qu'être heureuse par rapport à je dis n'importe quoi. Mais d'ailleurs, tu penses quoi, t'as marié des stand-uppers, tu sais, qui basent un peu leur humour sur le fait de défoncer les gens du public. Les gens. Ça peut être méga cringe si c'est des jeunes stand-uppers qui du coup n'ont pas forcément encore cette espèce d'instinct, ce sixième sens de voir si le public est avec lui ou pas. Donc parfois c'est gênant, mais après parfois le stand-up c'est fait aussi pour ça. C'est-à-dire si tu vas en comédie club, on va te parler. Généralement on te le dit au début et en plus de ça, ne pas hésiter à dire je n'ai pas envie de te parler, monsieur le stand-upper, si la personne est méchante. Mais ça peut être méga cringe et en même temps il y en a plein qui viennent vraiment pour ça. Moi, je vois des artistes de la répartie, comme Julien Santini. Il est trop fort et les gens viennent pour ça. Ils ont envie d'avoir leur moment où il leur parle, etc. Et parce que c'est vrai que c'est peut-être les débutants, mais il y a des comédie clubs, des fois, tu y vas, les blagues, c'est genre « Hé, toi, t'es moche » ou « Hé, tu l'as baisé ». Enfin, tu sais, t'es là genre « Waouh ». Vraiment, t'as pas envie que ça tombe sur toi, quoi. Ouais, c'est dur. Vous êtes en couple ou quoi, alors ? Oh là là. Pardon, faire. C'est un stéréotype qui existe pour de vrai. Comment est-ce que vous classez, du coup, ces qualités-là ? Est-ce que vous mettez la gentillesse haut ou vous mettez bien la beauté, l'humour et l'intelligence avant ? Moi, je pense que je mets la gentillesse vraiment en premier. Parce que vraiment, moi, je suis un petit cœur très, très sensible. J'ai besoin qu'on soit archi gentil avec moi, en vrai. Ouais, je comprends. Moi, je mets la gentillesse avant l'intelligence, je pense. Parce qu'en fait, imagine quelqu'un qui est intelligent. Mais et méchant. Wow. T'es dans la merde. Ah, vraiment. Là, t'en as pour 10 ans de psy. Ah, vraiment. Oui, mais d'un autre côté, si tu fais vraiment ton classement, du coup, si tu mets la gentillesse en 2, parce que moi, j'aurais dit l'intelligence en 1, la gentillesse en 2. Après, c'était quoi les deux autres ? Beauté, humour, gentillesse, intelligence. Ah putain. Est-ce qu'on met tous beauté en 4 déjà ? Beauté. Ah ouais ? Ouais, c'est un peu hypocrite de notre part quand même. Moi, j'allais dire en 3 parce que franchement, le mec, il est intelligent, gentil, beau, du coup, c'est la suite, tu vois. Ah ouais. Moi j'ai très souvent et Deva vous voulez pas rire genre Deva connaît pas mal d'ex à moi, j'ai très souvent choisi la beauté à l'intelligence. Oui, elle a choisi la beauté en premier quoi. Très souvent. Ok. Mais mon style de beauté, tu vois, un style très très précis. Je veux savoir. En off. Okay. Mais c'est vrai que l'humour c'est hyper important aussi. Plus non mais t'as important raison, que si on se en fait vrai. chier. Ouais, parce que c'est un mec super intelligent mais pas drôle. Du coup, il va juste te raconter l'histoire de tel truc. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, de ouf. Mais ou pas forcément, mais juste. Tu vas Après, je pense que la gentillesse c'est une forme d'intelligence, clairement. Et genre gentil. Pareil pour l'humour. Ouais. Mais je suis d'accord. Alors que la beauté, c'est vraiment juste de la génétique, quoi. La génétique, c'est un point de vue. Non, chez les hommes, c'est du charme. Ils ont le droit d'avoir du charme, ils vieillissent trop bien, les hommes. Foutre la flemme. Bref, c'est pas le procès des hommes ce soir. Pourquoi est-ce qu'on ridiculise un peu la gentillesse ? Est-ce que c'est pour glorifier, je sais pas, la manigance, le mépris ? Enfin, vous voyez dans les films, c'est toujours un peu stylé d'être méchant, bresson et tout, tu vois. Ouais, c'est pas valoriser la gentillesse. Et pourquoi on fait pas... En fait, qu'est-ce qui va pas dans notre société pour qu'on fasse passer la gentillesse pour... Ouais, c'est ça. Être gentil, t'es un peu un perdant, quoi. Donc, sauf qu'en réalité, non, quoi, je pense pas. Mais... Du coup, nous, on est un peu des pirates de la gentillesse, quoi. Mais parce qu'au final, c'est quand même plus facile dans la vie d'être méchant, ce qui demande aucun effort. En fait, tu te laisses juste aller à tous tes instincts les plus nuls, qu'être gentil. Tu vois, être gentil, c'est tout ce qu'on disait avant, c'est être patient, c'est plein de choses comme ça. Donc pourquoi on n'encourage pas, même si c'est pas illégal d'être méchant, mais bon, moralement, je sais pas, c'est peut-être... c'est pas rentable, la gentillesse, en fait. Enfin, je veux dire, d'un point de vue du système, quoi. Alors qu'en réalité, on le disait depuis le début, quand t'es gentil, en fait, t'es riche de plein de contacts humains, quoi. Et ça, ça se calcule pas, en vrai. C'est trop bien, mais je sais pas pourquoi c'est pas valorisé. Ouais, je sais pas, c'est pas... Est-ce qu'il y a un philosophe qui pourrait venir en expert nous le dire ? Mais non, mais faut qu'on fasse comme les mecs quand ils vont à la radio, ils sont experts en tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ils lâchent des... Très bien.
Après, moi, ça me fait penser à un truc. Je me rappelle, j'en parlais avec mes copines il n'y a pas longtemps en plus, et on se disait, c'est fou quand même que nos gars d'aujourd'hui, c'était les gars sympas quand on les a rencontrés. C'était les gars qui nous intéressaient pas parce qu'ils étaient gentils, quoi. Et du coup, il y a vraiment, je pense, ce truc de... c'est construit, que de base, tu vas pas vers les mecs gentils parce que tout d'un coup, t'as l'impression que c'est acquis, gentil, quoi. Gentil aussi, quand même. Ouais. Peut-être trop gentil, ouais. Je sais pas. En vieillissant, je pense qu'en effet, il n'y a pas de trop gentil aussi, parce que franchement, vu le monde dans lequel on vit, et quand t'es avec là, on parle de partenaire, apparemment, du coup, si c'est le cas, franchement, trop gentil. Moi, je trouve que ça n'existe plus. Après, oui, trop gentil et mou et je sais pas, passif, etc. C'est des choses qui s'additionnent à ça. Mais un mec trop gentil, techniquement, ça n'existe pas. Ouais, t'es trop gentil, t'es trop cool, mec, genre, yes. Ouais, mais je sais pas si c'est... Enfin, je me fais l'avocat du diable, pas du tout. Nous sommes sur BFM TV. Non, moi, je comprends le truc de trop gentil parce que je pense, moi, qu'il y a aussi une forme dans ma gentillesse, en tout cas personnelle, il y a eu longtemps un truc de je veux surtout pas déranger. Et du coup, en voulant surtout pas déranger et en voulant être dans la full empathie avec tout le monde et parce que j'avais trop peur du conflit, etc., il y avait une forme, en fait, aussi de malhonnêteté et de lâcheté parce que, il y a un moment, il faut mettre ses limites, il faut dire aux gens la vérité quand on pense quelque chose et que parfois, le fait d'être un gentil, en tout cas d'être « Ah putain, c'est vraiment trop sympa, c'est vraiment la gentille du groupe et tout », c'est aussi une très belle couverture pour pas avoir à être complètement honnête, etc. Et parfois, il y a des... les vérités, elles blessent ou quoi ? Vraiment, je suis en full philo. Mais parfois, il y a des... Je pense qu'en tant que gentil, il faut se faire un peu violence pour l'être un peu moins, mais parce qu'on est plus honnête, pour être plus honnête. Oh là là, je sais pas dans quoi je pars. Non, mais c'est ne pas toujours être dans une complaisance totale avec tout le monde pour justement apprendre à poser ses limites. Parce qu'effectivement, la posture du gentil, c'est hyper enfermant. C'est tout le monde va un peu tout se permettre parce que de toute façon, on sait que t'es gentil. Ouais. Et c'est vrai que dans les groupes sociaux, y compris les groupes de potes, on retrouve ce qu'on peut avoir dans les dynamiques familiales aussi, où chacun a son étiquette. Il y en a un, c'est le rebelle, il y en a un, c'est le rigolo, il y en a un, c'est la bonne patte. Et c'est peut-être chiant, effectivement, comme rôle à tenir. Ah oui. C'est archi moi. Ah ouais. En vrai, ouais. Moi, tout le monde me dit que genre mon défaut, c'est d'être trop gentil, quoi. Et souvent, on apporte... Enfin, par exemple, mon mec, il me tanne avec ça, en mode, du coup, tu vas te faire marcher dessus, t'es trop naïf. Et du coup, c'est un truc que... En vrai, là, j'ai bien kiffé ce que tu disais, parce que moi, ça me saoule de ce truc de trop gentil. J'aime bien répéter que c'est pas moi qui suis trop gentil, mais le monde manque de gentillesse, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc aussi de parfois, c'est plus facile aussi pour moi d'être hyper gentil, parce que du coup, je me dévoile pas trop sur ce que je ressens vraiment, et je brusque personne, et je suis bien dans cette position-là aussi, quoi. Parce qu'en fait, on dit toujours qu'il faut pas être trop gentil, que le monde est méchant, etc. Mais c'est quand même fou que... Enfin, le truc, c'est une qualité. Ouais, moi, c'est ouf que ce soit le défaut qu'on me dit souvent, quoi. Si on dirait non, mais sois pas aussi intelligent, sois pas aussi drôle. Mais tu sais, c'est comme dans les... tu sais, quand tu vas pour postuler à un taf et on te dit c'est quoi les défauts et les qualités, tu sais, ce truc. Et du coup, gentil. En fait, toutes les qualités peuvent être des défauts et tous les défauts peuvent être des qualités. Voilà, perfectionniste. Non, les défauts peuvent pas être des qualités parce que je connais cette liste par cœur et dedans, il y a misogyne, macho, voleur, malodorant et raciste. Enfin, tu sais, genre, d'accord. T'imagines, tu vas à un entretien d'embauche, t'es là, écoutez, je suis un peu raciste. Franchement, je suis malodorante. Quoi que tu peux te faire embaucher. Mais c'est une qualité finalement quand on l'apprend d'un autre côté. Oui, non, en effet, ceux-là sont, on va dire, les exceptions. Mais bon, voilà le coup de je suis trop organisée. Ouais. Vraiment très très organisée. C'est presque trop. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, tu sais, tu cherches. Je me souviens, je faisais ça quand j'avais genre 18 ans et que je cherchais mes premiers tafs. J'avais pris la liste. Il n'y avait pas les mots en question à l'époque, en tout cas. Parce que c'était pas encore des trucs qui étaient assumés. Oui, exactement. C'était pas encore le truc. Et du coup, ouais, je me souviens, je prenais tous les mots et je me disais, ça c'est un défaut, mais en même temps, c'est une super qualité. Et du coup, on peut faire ça avec gentil, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, Doria. Je trouve que c'est dommage qu'on le voit comme un défaut. Et on parlait justement de cette espèce de poncif, de cliché de il est bien gentil, lui, pour sous-entendre que quelqu'un est un petit peu con. Pourquoi, en fait, est-ce qu'il faut être méchant ? Parce que moi, je vois un truc hyper loser, souvent en soirée, notamment dans les soirées de certains milieux un peu hype, ici à Paris ou même ailleurs, on peut croiser des gens comme ça, où genre, il faut avoir l'air le plus désagréable possible, il faut avoir l'air méchant, parce que c'est un peu stylé.
Je ne comprends pas. Tu sais, il y a des gens, des fois, t'arrives un peu... Surtout quand tu fais des passages de Bruxelles à Paris et que t'arrives super enjoué et que t'es habitué à parler avec la personne qui est à côté de toi et que tu te retrouves face à des gens qui te toisent parce que c'est un peu la honte d'être gentil. T'es là, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, tu vois, j'ai une petite anecdote un peu marrante qui m'est arrivée. Enfin, c'est pas arrivé à moi. Putain, qu'est-ce que j'ai menti? C'est arrivé à mon mec. Mais on était ensemble à New York. Ok, c'est un vrai mytho. C'est un énorme mytho. Donc, on a été à New York ensemble et on va dans un café et normalement, les Américains, ils étaient tous trop sympas. Genre à New York, hi, how are you? Trop cool. Et là, t'as un mec, un barista, et en fait, il est super désagréable. Et on est en mode, wow, bah putain, c'est le premier qu'on rencontre de ces Américains qui est pas cool. Et mon mec retourne le lendemain matin dans ce café. Et en fait, il dit un mot en français sans faire exprès. Et là, le mec se retourne et fait, You speak French? Il lui dit oui. Il fait je suis de Paris. Et là on est en mode ah d'accord. Tout s'explique. C'était impossible qu'il soit français, qu'il soit américain. Après il y a un monde entre parce qu'aux States c'est des forceurs, ils sont pas vraiment gentils. Ouais. C'est une espèce de truc de façade. You're so cute. C'est un truc, mais j'entends ce que tu dis. Mais c'est super agréable. Ah oui, je pense en tant que touriste, effectivement. Ouais, moi, j'aime bien le côté un peu faire la gueule de Parisien. Genre, je comprends. Alors, les soirées, comme tu as décrit, vraiment, j'y suis pas invitée. Tu vois ces soirées? Non, pas du tout. T'es jamais été dans une soirée comme ça? Non. Je suis pas assez cool. Je te donnerai des lieux où il y a ce genre de soirée pour pas que tu y ailles, mais à nouveau, quand je suis chaud pour une petite liste. Ça m'est pas trop arrivé, mais et si je vois des personnes désagréables, genre je trouve ça juste marrant. Enfin, genre, qu'est-ce qu'ils ont? C'est grotesque, tu vois. C'est ça, c'est vraiment absurde. Mais par contre, le côté un peu désagréable français, là, moi, ça peut me charmer, j'avoue. Ouais. Mais c'est pareil, on parlait tout à l'heure des critères qui peuvent nous séduire. Moi, je sais que très longtemps, ça m'a un peu passé, ça a pris... voilà, c'est chat échaudé, craint l'eau froide ou l'eau chaude, je sais plus. Mais j'étais charmée par l'arrogance avant. Tu vois? Je trouvais ça hyper sexy, l'arrogance. Et c'est très français, ça, encore. Putain, mais moi, pas du tout, quoi. Dans l'amour, tu veux dire? Mais il m'a fallu un mec super arrogant pour plus être charmée par ça, tu vois. Ouais, je trouvais ça hyper sexy. Ok. C'est genre d'arriver, d'être un peu insolent, presque désagréable, tu vois. Ah non, ça, je peux pas. Nul. Ouais, genre, je sais pas, tu l'as dit, j'ai une un petit frisson de gêne. Ça me dérange. Mais alors que par contre, chez une meuf, je trouve pas ça dérangeant, en vrai. Genre, soyez insolente mais belle, ne soyez pas humble, c'est bien. On nous dit trop d'être discrète, faites du bruit. Ouais. Mais un homme, on t'a vu, quoi. Déjà, c'est de bruit. Ouais, voilà. Oui, et puis on sait que tu te prends pas pour de la merde, quoi. C'est bon. Et les gens aussi qui sont désagréables et qui justifient ça par cette fameuse phrase, qui peut justifier toutes sortes de défauts. Non, mais je suis comme ça. C'est mon caractère. Comment t'as la réalité? Bon, même on me déteste, en fait. Je suis quelqu'un d'entier. Et voilà, c'est tout, en fait. T'as pas tapé dans tes mains, ça marche pas. Non, je dois faire en fait. À quoi il est où mon paréo? J'arrive dans la villa. Après, on peut critiquer la télé-réalité, mais Secret Story actuellement, c'est excellent. Ah ouais, j'ai pas commencé du tout. Moi non plus. Oh là. C'est excellent. Désolée, on n'est pas à la page là. La saison est trop bonne. Ah putain, ok. Ah, franchement, je regarde tous les jours. C'est bon pour vous. Ouais. Et après, je suis débordée. Mais le seul moment où, franchement, je perds du sommeil à cause de ça, je regarde tous les jours. Cette saison est incroyable. Voilà. Tu as fait de la pub gratuitement, c'était sympa. Ouais. Il faudrait juste après que les mecs qui sont nés en 94 arrêtent d'essayer de charo des meufs qui sont nées en 2003 parce que vraiment c'est malsain. Moi, si un pote à moi fait ça, je vais lui dire qu'il est malsain. Parce que c'est le cas là dans... C'est le cas. Gênant. Voilà. C'était la contre-publicité. À quel moment il faut arrêter d'être gentil? Parce que là, on est sur un truc, oui, il faut être gentil avec les gens, c'est super important et tout. Mais à quel moment il faut dire... On parlait un peu des limites tout à l'heure, Marie, peut-être que... Bah ouais, quand ça franchit tes limites, je pense. Et comment on reconnaît à un moment que c'est nos limites et que c'est peut-être pas les limites de quelqu'un d'autre, mais qu'en tout cas là il faut faire violence? Ben ça, moi je suis en train de l'apprendre et c'est justement en m'étant fait un peu baiser quelques fois que j'ai appris ok là voilà ma limite est passée, je sais que maintenant ça faut plus que je laisse passer. Et t'arrives ça après à du coup te dire ok cette fois-là il y a ça qui m'a pas du tout convenu et ça m'a fait du mal donc là t'arrives quand même à tirer des leçons des... Ah oui de ouf. T'es en mode ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Ah oui, carrément. On est encore en mode télé-réalité. Ouais, et parfois je me dis, est-ce que du coup je dois être moins gentille et tout? Parce que quand même, ça arrive assez souvent qu'on passe mes limites. Enfin, assez souvent, ça va. Mais au final, non, ça me fait trop plaisir d'être gentille. Donc je crois que je vais continuer à être gentille. Mais juste, du coup, j'apprends de ces limites qui sont transgressées, quoi. Force à toi. Mais au moins, c'est ça. Tu fais des erreurs et tu apprends. Voilà. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation où justement...
tu rencontres quelqu'un, que ce soit pote, love, machin, et t'as l'impression, la personne, tu la mets sur un pédestal dans ta tête de genre, oh mon Dieu, cette personne est inconditionnellement gentille. Et est-ce que vous voyez la sensation quand tu te rends compte qu'en fait, la personne n'est pas si gentille, juste parce qu'elle est humaine, attention, hein. Mais ce truc. Et notamment en amitié, je trouve ça le fait beaucoup, genre, le premier moment où la personne qui est un peu ta rencontre, ta révélation récente, pour la première fois, il y a un truc que la personne fait, t'es là, attends, cette personne n'est pas parfaite. C'est bizarre comme sensation, vous l'avez déjà eu? Ouais. Bah, tu te sens un petit peu... En vrai, ça dépend, parce que si quelqu'un, toi, tu pensais qu'elle était super gentille et que... En fait, parce que être gentil, être méchant, enfin, c'est quand même un peu flou, parce que si la personne, elle a fait vraiment un acte de méchanceté, oui, c'est très, très, très décevant. Après, si la personne, juste, tu trouves qu'elle n'a pas été gentille sur un point, pas qu'elle a été méchante, mais qu'elle n'a pas été gentille, bah... et que la personne ne dit pas « je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil à tout va », bah en fait tu te dis juste « bon, j'aurais aimé, je suis un peu déçue, tu vois ». Mais moi, mon plus gros problème, c'est quand tu rencontres des gens avec qui tu as un gros coup de cœur et qu'en fait ces personnes-là sont des personnes qui se disent gentilles. Je suis gentil, moi je suis quelqu'un de trop gentil, trop gentil, trop gentil, et qu'en fait, derrière, bah tu te retrouves avec quelqu'un qui te fait un petit peu des... Tu vois, qui te la met un petit peu comme ça, en mode snaky. Et là, ça J'espère fait que vous mal. avez la vidéo pour voir la gestuelle de Deva. Ouais, c'était ouh. Mais ouais, ça c'est un peu décevant, on va dire, et tu te dis franchement, et du coup ça te donne juste envie de couper l'amitié, alors que si juste la personne n'a pas été assez gentil pour toi sur ce truc-là, tu peux te dire bah écoute, c'est peut-être moi aussi qui suis très sensible sur ça. Peut-être que la personne n'a pas pensé à ça, peut-être qu'elle avait des choses à faire dans sa life et que voilà, on n'est pas le centre de la vie des autres non plus. On est le centre de notre vie, parce que oui, on se lève et on se couche avec nous tous les jours, mais on n'est pas le centre de la vie des autres, et ça, faut pas l'oublier. Faut pas être autant égocentré que ça, quoi. Moi, c'est juste ce que je pense. Je suis bien d'accord. Moi, j'ai l'impression que je fais cet effet-là. C'est-à-dire que j'ai pas de souvenir de gens qui m'ont déçu en me disant putain, ils sont trop gentils, en fait, non. Mais par contre, je pense que moi, je peux avoir ce truc-là vu qu'il y a un peu les réseaux sociaux et tout, il y a un aspect hyper parasocial où moi, je suis vraiment comme je suis dans mes vidéos, à savoir super sympa, drôle, en plus de monter sur scène. Je suis quelqu'un de sincèrement gentil. Mais par contre, j'ai une barre d'énergie qui diminue comme tout le monde et je suis très, très sollicitée. Donc forcément, tu me chopes à 19h ou tu me chopes à 23h, t'auras pas la même Marie en face de toi. Et surtout, moi c'est bon, j'ai des amis, j'en veux pas d'autres. Et du coup, il y a un peu ce truc-là je suis trop contente de rencontrer de nouvelles personnes. Mais voilà, c'est tout. On s'est rencontrés, on parle, mais je suis fatiguée, ça y est, j'ai déjà trop d'infos. Oui, et puis après, les gens sont là, ouais, Marie Drouer, je l'ai vue une fois en vrai... Elle est pas si sympa. Hein. Ouais. Je crois pas que ça a été dit, parce que franchement, je suis méga sympa. Moi, je l'ai entendu dans les lieux désagréables. Non. Tu sais les soirées où tu n'es pas. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce concept qu'on entend énormément, celui de bienveillance? Et particulièrement, est-ce qu'on peut se définir soi-même comme bienveillant? Parce qu'on voit beaucoup de gens le faire. Hein. C'est pour ça que je me permets cette petite question poil à gratter. Pour moi, la bienveillance, c'est la base. Bah ouais. Ouais, je pense. Mais est-ce qu'on peut enfin, tu vois, c'est comme le truc des féministes... dans les milieux militants, c'est les féministes blanches qui s'autoproclament intersectionnelles. Enfin, tu vois, je suis toujours en mode, c'est pas à toi de le dire, tu vois. Et du coup, est-ce qu'on peut dire soi-même, ouais, je suis quelqu'un de super bienveillant? Bah, tu le sais quand même, non? Tu le sais si tes intentions sont bonnes envers les gens, si t'as envie de faire le bien autour de toi un peu. Je crois que c'est les gens qui te font te sentir si t'es bienveillant ou pas. C'est ça. Oui, peut-être. Il y a un peu de ça. C'est vrai. Parce que parfois, je pense, on peut croire être bienveillant. De ouf. Et en fait, du point de vue de la personne en face, t'es à côté de la plaque. Et c'est là où il faut savoir, je pense, peut-être écouter, savoir. Et du coup, se remettre un peu en question, pas rester dans sa certitude, un peu coincé, étriqué, en pensant avoir la vérité, en pensant tout faire bien, alors qu'en vrai, il s'avère qu'il y a d'autres points de vue qui existent, quoi. Et on peut se tromper, quoi. C'est pas un échec, quoi. C'est normal, t'apprends, en fait, toute ta life. Donc. Puis je pense que le terme bienveillant, en fait, c'est comme gentil, il a été marketé con. Bienveillant, ça a été marketé dans un truc un peu capitaliste et tout. C'est comme être inclusif. Non, ma belle, ta marque s'arrête au 46, elle n'est pas inclusive, tu vois. Et je pense qu'il y a eu ce truc-là de rendre bienveillant un truc marketing, même dans le milieu de l'entreprise et tout, en mode nous, on est une famille, machin, etc. Alors que de base, le truc est pur. Je suis assez d'accord, quoi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. À la base, bienveillance, c'est cool. On est d'accord, mais moi, je trouve qu'en effet, ça peut être légèrement
dangereux, on va pas mourir, mais dangereux en mode quand c'est utilisé un peu à des fins marketing, promotion de soi-même ou de son travail, en mode moi je vous propose un truc bienveillant, et je pense par exemple aux influenceuses qui sont en mode influenceuse, bienveillant, tout ça machin. Petit fun fact, j'ai découvert que ma harceleuse du lycée était devenue un peu famous sur TikTok, genre bien 200 000 abonnés, tu vois, donc c'est petite fame sur TikTok, en mode bienveillance. Oh non, c'est incroyable. Et c'est ma harceleuse du lycée. Ah ouais. Bon, après, le lycée, est-ce que tu penses qu'elle a changé, elle a travaillé alors, du coup, voilà, je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit, en vrai, les gens peuvent changer, je pense vraiment, je crois d'ailleurs au pardon, au changement, à toutes ces choses-là, mais du coup, c'est vrai que ça m'a fait mal, ça m'a piqué, j'ai eu un pincement au cœur, même, tu vois, là, j'en parle, j'ai un peu le cœur qui fait boum, 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 comme ça, encore petit geste, voilà. Et non, et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, en vrai, peut-être je pourrais lui envoyer un message pour lui dire, hey, parce qu'en fait, je me suis même dit, ça se trouve, elle se souvient même plus de moi, tu vois, alors que moi, elle m'a ruiné mon lycée. C'est-à-dire que j'ai quitté, j'ai pas eu le bac, je suis partie du lycée parce que j'arrivais plus à aller en cours, phobie scolaire, etc. à cause d'actions pas que d'elle, mais elle a été la boss, la chef de parti. Et du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être lui envoyer un message en lui disant, hey, tu te souviens de moi, tu m'as fait ça, viens, on en parle. Et si elle m'envoie chier, she's a bad person. Surtout si elle m'envoie pas chier, et moi, ça son business sur la bienveillance. Totalement. Et puis si elle m'envoie pas chier, peut-être que moi, je peux aussi entamer un processus de pardon. Voilà. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça peut être bien d'en discuter avec elle, de ouf. Ouais, après franchement, le truc, c'est qu'à chaque fois, je me dis, je le ferai un jour. Et d'un autre côté, je suis en mode flemme un peu, non. En plus de ça, elle a pas l'air sympa. Donc, si toi, t'as fait la paix, en vrai. J'ai pas encore fait la paix. Non, j'ai pas encore fait la paix. Non, j'ai pas encore fait la paix. Mais est-ce que tu penses que le fait de lui pardonner, ça peut te guérir aussi? Parce que ça, c'est. Ouais, totalement. J'ai pardonné à plusieurs personnes très, très, très importantes pour moi pour faire la paix avec moi-même. Donc, oui, ça, le pardon, je sais que le pardon, c'était avant tout pour moi. Parce que je pense que les personnes à qui j'ai pardonné, je pense à une personne en particulier, elle méritait pas forcément mon pardon, dans le sens où elle me décevait toujours, mais j'ai décidé, moi, de faire la paix avec ça, quoi. Donc, c'est important quand même. Le pardon, moi, je pense que c'est pour soi, c'est pour se libérer, et voilà. Mais parce que il y a un truc quand même, vraiment, je me permets de m'appesantir là-dessus, parce que je pense que au fil des émissions, c'est revenu sur le tapis, peut-être dans 6-7 émissions, cette question du pardon. Est-ce qu'on doit pardonner aux gens qui nous font du mal? Parce qu'on nous vend toujours ça comme le salut. Moi, je sais que, par exemple, à titre personnel, il y a des personnes à qui je choisis de ne pas pardonner. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, je vais rien te donner, je vais plus rien te donner, et même pas mon pardon, et parce que j'ai pas envie, en fait, de te faire croire que t'es ok, machin, et si tu te sens coupable, machin. Et à l'inverse, je trouve que les gens, très souvent, s'excusent, pas pour la personne d'en face et parce qu'ils regrettent vraiment, mais parce que, justement, ils ont cette culpabilité avec laquelle ils ont pas envie de dealer, et du coup, je sais pas, mais je trouve que la question du pardon, c'est bien pour toi, justement, si tu décides de pardonner. Mais si c'est par contre les gens autour de toi qui te pressent de pardonner et que c'est comme ça qu'on avance et tout, je trouve que c'est pas forcément un conseil universel qui s'applique à tout le monde et à tous les cas. Mais même, je pense que c'est carrément le contraire. Genre, si on te presse, on te dit pardonne-moi, juste lâche-moi, laisse-moi faire aussi mon deuil de ce que je pensais, etc. Moi, par exemple, les personnes à qui j'ai pardonné sont des personnes avec qui j'avais quasiment même plus de contact. Donc, c'est pas des gens qui sont venus demander mon pardon. Ouais, bien sûr. En vrai, et même, du coup, c'est moi qui ai décidé de faire ça pour passer à autre chose. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens à qui t'as pas envie de pardonner. D'ailleurs, il y a des gens à qui j'ai pas pardonné dans tout ça. Et parce que si j'arrive à vivre avec. Alors que les personnes à qui on a plutôt tendance à accorder son pardon pour son bien-être, ça va être des personnes peut-être plus proches de soi. Encore que je le dis bien, ce n'est pas du tout une obligation. Mais peut-être c'est des gens qu'on va être amené plus à côtoyer, etc. Et que du coup, peut-être que selon les personnes, selon les sensibilités, tu te dis que moi, en tout cas, pour moi, j'avais besoin de pardonner à certaines personnes. Mais en fait, le truc qu'il y a aussi, c'est qu'il va très souvent y avoir l'injonction dans les familles ou dans les bandes de potes, ce que tu disais tout à l'heure, il y a un peu le même fonctionnement, à pardonner.
et c'est comme en géopolitique d'ailleurs, on le voit à chaque fois, c'est que il faut toujours pardonner, même si on nous fait une dinguerie, parce que juste, sinon c'est trop compliqué de poursuivre, mais c'est trop compliqué pour les gens qui sont autour, en fait. On se pose jamais la question de comment ça se passe, et on le voit dans les bandes de potes. Franchement, c'est une expérience partagée par énormément de meufs. Ces histoires il y a des histoires d'amour dans les bandes de trucs et tout. En général, quand ça se termine, c'est sur des dingueries, souvent faites par les garçons. Et ben en fait, il faut pardonner parce que sinon, ça va, tu mets une mauvaise ambiance. Et non. Et enfin, franchement, c'est des trucs. Je te vois aussi la tête, Doria. Ouais, clairement. Mais même dans les familles aussi, il y a plein de situations où ça pose problème que tu pardonnes pas, alors que c'est ton choix en soi de pas pardonner. Et c'est pas grave, on n'est pas obligé de tous tout le temps se tenir la main et se faire plein de bisous. Parfois, voilà, on s'entend pas, c'est pas pour autant que... Enfin, et encore, c'est même pas ne pas s'entendre. Juste, voilà, je décide de ne pas te pardonner, c'est pas pour autant que je vais te cracher dessus quand je te vois. Oui, c'est ça, on peut être cordial. Oui, c'est ça. On parlait des gens méchants et du pardon. Est-ce que vous pensez que les gens méchants vivent en se sachant méchants ? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont méchants ? Moi, j'ai dit oui. Toi, tu penses Pas il y a des vrais tous, méchants. mais j'en connais des méchants qui savent qu'ils sont méchants. Et j'en connaissais un très bien, c'était mon grand-père. C'est vrai ? Il était super méchant. Tellement méchant. Et du coup, un jour, ma tante, elle lui a dit « Pourquoi t'es si méchant ?» Et il lui a dit c'est parce que je souffre, ma fille. Bah ouais, c'est ça. Ah, mais voilà, il était psychanalyste, donc je pense qu'il avait bien étudié son cas. Mais du coup, ouais, je sais pas, je trouve que... C'est fou parce que quand t'es méchant et tu sais que c'est parce que tu souffres, tu donnes un peu une excuse à ta méchanceté, mais techniquement, en fait, t'es pas censé... Enfin, c'est pas une excuse de souffrir, même si c'est une explication du pourquoi, du comment. Et en fait, tu dis toujours que quand tu souffres, t'es pas tout le temps méchant, mais quand t'es méchant, tu vas toujours faire souffrir des gens. Allez, tu veux tatouer ou quoi? Je peux te le tatouer si tu veux. T'es tatoueuse? Non, mais j'ai une pote qui est tatoueuse, elle peut me prêter sa machine si tu veux. T'as fait combien de tatouages dans ta vie? 28. Non, maman, non. T'en as fait combien à des gens? J'en ai fait un et il est sur Anna Toumazov. Il est là. Non, j'arrive pas. Il est là, voilà. Ouais, j'ai servi de cobaye à des copines à Bruxelles. Enfin, c'est très bien, mais il est très joli, j'en suis très contente. Est-ce que c'était intéressant ce que tu disais par rapport à la souffrance, parce que en fait, très clairement, il y avait cette idée que la souffrance vient précéder la méchanceté. Que donc une personne méchante, c'est forcément que de base elle a souffert. Mais oui, en fait, ce que tu disais, toutes les personnes qui souffrent ne deviennent pas méchantes, et heureusement. Oui, parce que tu vois, typiquement, les femmes, on souffre toutes dans notre vie. Je pense pas connaître une femme qui ne souffre pas, même que ce soit par exemple par les règles. Oui, mais par exemple, oui et non, parce qu'il y a des hommes très privilégiés, je pense, qui ne vont pas souffrir forcément, alors que je pense qu'une femme souffre forcément. Elle a soit ses règles, soit elle se fait harceler au travail, soit elle se fait agresser, soit elle a des syndromes prémenstruels et elle souffre, elle a envie de se jeter par la fenêtre parce que les hormones, plein de choses comme ça qui font que les femmes souffrent énormément. Et tu t'imagines, genre, si toutes les meufs, du coup, on devenait des ordures et qu'on disait oui, mais je souffre. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment une très mauvaise... je pense que c'est quand même une mauvaise justification que parce que toi, tu souffres, tu vas faire souffrir les autres, quoi. Et est-ce que vous pensez que du coup, ça existe les grands méchants? Les gens que peut-être leur histoire personnelle a rendu méchants, mais qui en tout cas derrière sont méchants. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous avez regardé Game of Thrones? Tout le monde autour de la table? Non. J'ai pas terminé. Bon. T'as pas terminé? Non. Je vais expliquer du coup ce dont je parle. Il y a une famille, c'est vraiment les gentils. Bon, ils se font tous buter du coup, mais c'est les Stark. C'est la famille de Jon Snow, le beau gosse là qu'on voit partout, le bouclé brun, machin. Et il y a une autre famille, c'est les Lannister. Et en fait, donc eux, c'est les blonds. Ok. Ils sont un peu du pari en fait des 7 royaumes, quoi. C'est ça, les 7 royaumes? Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Ouais. Et en fait, eux, ils sont méchants. Mais genre, ils sont méchants de ouf, tu vois. Ils ont tous les vices, genre, ils sont alcooliques, ils baisent entre jumeaux. Enfin, c'est bon. Mais c'est ils sont consanguins. Il y a plein de trucs qui vont pas. Vraiment super cette série. Mais du coup, en fait, ils sont méchants. Mais quand tu regardes, ils sont méchants, mais avec leur propre famille, genre leurs enfants et tout. Ils sont super gentils, ils donneraient tout pour eux. Donc, ma question, c'est ça, est-ce que les gens qui sont méchants se savent méchants, ou est-ce qu'ils ont toujours l'impression qu'en fait, ils font leurs actions
qui pour nous font d'eux les méchants de l'histoire, sont faites pour de bonnes raisons. Elle était très longue cette question. Non, mais elle était superbe cette question surtout. Merci, mais merci. C'est vrai qu'il doit y avoir de ça quand même. Après, à mon avis, chaque méchant est différent aussi. Et chaque méchant a des intentions différentes, je suppose. Mais c'est vrai qu'il doit y en avoir qui se disent oui, ok, je suis méchant, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. C'est parce que là, je prends soin de ma fille, de ma sœur, de je sais pas qui. Donc, ouais, il y en a peut-être qui ont des bonnes motivations derrière, mais ce n'est pas une raison. Il n'y a pas de bonne motivation à être méchant en soi. Surtout, on est peut-être aussi eux, c'est les méchants pour des personnes, mais c'est aussi les gentils pour d'autres personnes, tu vois. Ah oui, donc, t'es le méchant ou t'es le gentil de quelqu'un, mais de certains points de vue, ça diverge, quoi. Ouais, moi, j'ai un peu du mal à comprendre ou à réfléchir en mode binaire. Genre, il y a vraiment t'es méchant, vraiment t'es gentil. Enfin, je pense qu'il y a toujours un peu une question de domination, de rapport de force qui va forcément induire un comportement, en fait. Et du coup, je pense que quand tu es dans une situation dominante avec tout un tas de privilèges, tu vas avoir tendance à pouvoir à être dans des situations où tu vas pouvoir abuser de certaines personnes parce que tu peux tirer certaines ficelles, parce que tu as les moyens d'eux. Donc, en fait, naturellement, tu vas avoir un comportement hyper manipulateur, tu vas forcément calculer tout un tas de choses, et donc, tu peux passer pour le méchant dans l'histoire, parce que, en fait, ton profil, ta situation, ça conduit, en fait, nécessairement à ce que tu te comportes comme ça, quoi. Mais je pense que ça n'annule pas le fait que, peut-être, émotionnellement, la personne, elle a des difficultés, elle a des souffrances, mais en aucun cas ça doit excuser ensuite une posture qui porte atteinte à l'intégrité d'une autre personne, en fait. Mais après, c'est vrai qu'on est tous le méchant de quelqu'un à un moment, c'est sûr. Bien sûr. Comme on est tous un peu le beauf ou le bobo de quelqu'un, c'est mais parce que voilà, on est multiples, en fait. Il y a plein de situations où on n'est pas dans le même rôle. En fonction de avec qui t'interagis et dans quel environnement t'es, en fait. Mais c'est là où la remise en question est super importante. Bah carrément. Toujours important. Prendre un peu de recul et être capable de se situer un peu dans ce qui se passe. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec l'expérience. Mais jeune, c'est normal, je pense, de pas être encore là-dedans parce que t'es à fond bien sûr, dans tes émotions, etc. Tu dis, ah, elle a fait ça, elle est connasse, elle est machin, un truc muche. Alors qu'en fait, moi, je sais que maintenant, c'est un travail que je fais énormément sur moi. Quand je me retrouve face à une situation compliquée ou de dispute ou quelque chose comme ça, je vais toujours me remettre en arrière et essayer vraiment de voir là où j'ai fait les erreurs, pour aussi les reconnaître et m'améliorer et me dire oui. Et aussi valider ce que la personne en face ressent. Parce que je trouve que c'est hyper important quand quelqu'un te dit « je ressens ça », tu m'as fait sentir ça, que la personne... Si tu te retrouves, parce que ça m'est arrivé, tu te retrouves face à un mur qui te dit « non, ce que tu ressens n'est pas valable puisque je n'ai pas fait ça ». Ok, peut-être que de ton point de vue, tu n'as pas la sensation de ça, mais si ça me l'a fait ressentir, c'est bien pour une raison. Donc, il faut se remettre en question, c'est hyper important aussi pour créer, je pense, des amitiés ou des amours durables et sincères et solides et qui durent et perdurent dans le temps. Voilà, du coup, ça c'est sûr. Mais il y a ce truc aussi, quand on est plus jeune peut-être, et notamment tout à l'heure, on évoquait des pans d'histoire culturelle comme Gossip Girl, mais il y avait plein de références culturelles qui donnait l'impression qu'en fait il valait mieux être craint qu'être aimé, que c'était plus stylé, il valait pas paraître gentil, il fallait plus paraître un peu effrayant. Marie, toi tout à l'heure tu parlais du fait que justement en grandissant on change un peu dans notre rapport aux autres, etc. Toi t'as l'impression d'avoir évolué par rapport à ta façon d'être gentil ou non, ou de choisir en fait d'accorder ta gentillesse aux gens? J'ai pas l'impression d'avoir changé, j'ai l'impression d'avoir toujours été... En fait, l'humour, c'est con, mais c'est quand même une bête d'arme de défense. Quand tu uses de l'autodérision, c'est très difficile pour les autres de venir te tacler sur... par exemple, moi, mon sujet principal, c'est la grossophobie. Viens me vanner sur le fait que je sois une meuf grosse. Frère, c'est mon taf. C'est littéralement, je suis payée pour faire des vannes sur mon corps. Donc tu peux dire toutes les insultes du monde. C'est un contre son camp phénoménal, tu vois. Et du coup, j'ai été pas mal épargnée parce que... évidemment aussi parce que je suis blanche, hétéro, bourgeoise, etc. Mais j'ai été épargnée en tout cas... de certaines méchancetés et ça ne m'a pas empêché d'être super gentil dans toutes les situations. J'ai pas l'impression d'avoir... Ce qui a évolué, je pense, c'est plus de
de mieux repérer le qu'est-ce qui est de la gentillesse sociale et qu'est-ce qui est de un truc sincère, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi... Ça va peut-être pas parler à grand monde, parce que ça vient vachement de ce truc-là de réseau, où je vois très bien les gens qui la manière dont ils communiquent avec moi, si c'est parce qu'ils ont... alors, je suis pas connue, en plus, c'est ça qui est trop gaulerie. Je suis pas une célébrité, genre... pas pour un sou. Mais il y a quelques personnes, je sais pas, dans le milieu du travail et tout, qui vont capter qui je suis et qui vont du coup switcher. J'ai même des potes qui travaillent dans des bars, par exemple, qui sont serveuses. Quand les autres collègues captent qu'elle me connaît et qu'ils m'ont suivi sur Insta et tout, du coup, ils sont plus gentils avec elle. Alors avec ma pote, tu vois. Et je suis en mode, mais vous êtes cringe. Le partenaire de tes potes. Ouais, et je suis là, mais c'est sur cringe, genre, soyez gentils avec tout le monde. Et donc j'ai pas l'impression que ma gentillesse a évolué. J'ai toujours été petite, j'étais gentille. Et d'ailleurs, je pense que de toute manière, comme c'est pas inné, enfin c'est inné. Non, comment je dis ? C'est pas inné la méchanceté. Je pense que elle arrive avec le temps et que la gentillesse, elle a... on a tous une base de gentillesse et d'empathie, normalement. Sinon, ça devient des maladies. Tu t'imagines un bébé méchant ? Ça n'existe pas, un bébé méchant. Il y en a un dans les Simpsons. Mais bon, dans les Simpsons. Oui, voilà. Donc, il n'existe pas. Alors, effectivement, un bébé trop méchant. C'est gaulerie. Il y en a un dans les Simpsons. Ah, c'est pas un vrai bébé. Mais justement, il y avait Regarde, je te laisse lire ma dernière question. Est-ce que les gens naissent méchants ? Alors, il n'y a pas de bébé méchant. Voilà, ça va être ma réponse. Non, les gens ne naissent pas méchants, c'est impossible. Après, vous trouvez pas il y a des familles où les gens sont méchants ? J'ai l'impression qu'il y en a dans tous les villages. Bah oui, mais du coup, c'est un rapport avec leurs parents qui créent, quoi. Aigris comme ça, tu vois, ils sont tout durs. La consanguinité, je crois que ça aide pas. C'est ça, dans ton ADN. C'est l'enfer. Si la consanguinité, ça aide pas, je pense que ça crée un petit peu des trucs dans le cerveau. J'ai une question qui me vient. Par contre, je vous en supplie, vous ne citez aucun nom parce que c'est moi que ça va foutre dans la merde, d'accord ? Okay. Mais on a parlé de est-ce que les gens naissent méchants ? Pourquoi les gens méchants vivent plus vieux ? Il paraît que ça conserve. Vous citez aucun nom. Je vous prie, tu parles. Je vous préviens de suite. Tu sais, cette expression en mode ça conserve, tu vois, la vieillesse. Ouais. Ah ouais ? Bah oui, t'as des personnes âgées, ils sont là, ils ont des Covid, des machins, des trucs, ils reviennent, t'entends qu'ils ont chanté dans le taxi pour aller à l'hôpital, enfin tu vois. Ils meurent pas. Ils font des rites. Non, je sais pas, je dis de la merde. Tu vois ? C'est fou, je trouve. Vous avez déjà entendu cette expression en mode ça conserve la méchanceté ? Non, j'avais jamais entendu. Si, moi j'ai toujours entendu, couplé avec le truc que c'est comme les cafards qui pourraient survivre à une attaque nucléaire. Genre c'est très. Ça c'est intense. Ça c'est coriace, quoi. Ouais. Moi je crois trop au karma en fait. À un moment donné, tu vas te reprendre un truc, c'est pas possible. Ouais, moi aussi. Peut-être dans la afterlife. Si elle existe, je sais pas si elle existe, mais let's go. Ouais, je crois pas. Tu crois au karma ? Ah ouais, c'est ouf. Ah ouais, non. Ouais, moi aussi, tu peux pas tirer toute ta vie et t'en sortir. Non, c'est pas possible. Ouais. Moi, je suis pareil. Moi, je pense que la vie est tellement injuste. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense l'injustice, juste. Mais on peut faire un débat parallèle sur la question de la spiritualité. Mais du coup, vous avez l'impression qu'on erre dans un espèce de truc où rien n'est connecté, quoi. C'est juste, c'est aléatoire. Hein ? Désolée, mais j'ai pas compris. Si, j'ai capté ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a un 95% de chance et de hasard et d'injustice. On est là où on est. Et je crois pas au destin, je crois pas à la destinée. Je crois que tu peux travailler pour aller vers un truc, que tu peux te donner toutes les chances d'arriver à quelque chose. Si on veut parler de chance, etc. Mais je pense que, ouais, c'est injuste. Bah, tu parles de vieilles personnes qui ont été horribles toute leur vie et qui sont bien. Bon, bah... Il y en a. Il y en a, il y en aura. Et comme, d'ailleurs, je pense que l'inverse existe. Et comme... Bien sûr. Ouais. Donc, après, je suis très peu spirituelle, effectivement, j'avoue. Par contre, je regarde des petits trucs de tarot, parfois. Mais sinon, Mais c'est comme il y a des gens qui fument toute leur life, ils sont là jusqu'à 99 ans, et il y a des gens, ils fument pas, ils ont le même cancer que le gars qui a fumé 5 paquets de clopes, quoi. Non, parce que je me pose toujours la question, c'est comme par rapport au drame de la vie, aux épreuves, etc. Dans quelle mesure la spiritualité, ça peut aider à encaisser des choses. J'imagine. Et moi, je sais que je sais pas du tout où me placer sur le plan de la spiritualité. Bon, de toute façon, les gens d'Internet et de Twitter le font très bien pour moi. Ils me trouvent toujours des religions. Ils savent, ils jugent aux idées politiques, au visage. Enfin, bon, voilà. Mais en attendant, moi, de mon côté, je sais pas du tout où j'en suis. Mais je sais que parfois,
c'est assez récent, mais quand les gens sont vraiment méchants, dans ma tête, je me dis, j'en ai rien à foutre, tu vas tellement aller en enfer. Genre vraiment, je me dis ça. Et genre, du coup, ça me donne pas du tout envie de me battre contre eux. Ok. Physiquement ou... C'est pas très gentil, je trouve, de ta part de souhaiter l'enfer aux non, gens. Non, mais t'es méchant avec eux. Non, je me dis pas, je leur souhaite même pas, je suis en mode, c'est pas grave. Ok. Ouais, Tu vois, genre, je suis pareil. Hein. Tu vois, c'est pas grave. Genre, c'est pas moi qui vais me charger de toi, mais le ciel se chargera de toi, en gros. Oui, bah, c'est Ouais, assez moi j'ai spirituel, ça avec du le coup. karma, ouais. Du coup, c'est pour ça aussi que je reste gentille et tout, parce que je me dis c'est pas ma responsabilité de toi ta méchanceté, Exactement. le karma s'occupera de toi, moi j'ai pas à C'est ça. intervenir là-dedans. Mais après, il y a des trucs réels, c'est genre, typiquement, les gens, quand ils sont mal conduits avec toi, tu sais qu'ils vont mal se conduire avec d'autres personnes. Exact. Et en fait, ils vont le faire à des personnes qui seront aussi des coriaces. Et du coup, ils vont s'entretuer entre eux. Donc en fait, il y a ce truc. C'est peut-être ça aussi, le karma, tu Et vois. puis même, Oui, si tu t'es sais méchant, tous tes liens, ils sont un peu nuls, tes relations, elles sont nulles. Donc au final, quand même, même si le karma est pas vraiment là, ta vie, elle sera quand même moins C'est cool comme que la être mienne malhonnête, qui oui, c'est ça, à la essaye fin. d'être gentil et de partager l'amour, genre. Mais après, là, on parle de quelqu'un de très très méchant, j'ai l'impression, parce que Oui, les méchants, oui. ils sont pas méchants avec tout le monde, ils ont aussi leurs meilleurs amis avec qui ils sont Oui, sympas, oui, de tu ouf. vois. Donc ça dépend. C'est vrai que là, on les parle des méchants. vilains. Ouais, là, on parle vraiment des vilains de, Moi, je de crois que films et de Je dessins crois même animés. pas quoi. avoir déjà rencontré un de vrai vilain. Ah, moi j'en ai rencontré un. Ah ouais? Ouais, un vrai vilain. Alors moi, C'est j'ai vrai fait beaucoup de plateaux télé politiques. Je peux te dire que... On a des bandits. Ah ouais. Attends, c'est qui ton vilain? Je peux pas dire, bien Ok. sûr. Mais genre, où vraiment, il transpire la vilaineté, quoi. Et où tu sais qu'il sait, et qu'il continue là-dedans depuis des années, genre. Ouais, moi, j'en ai rencontré vraiment des gens malfaisants. Ok. Genre vraiment, enfin, c'est rare, tu vois. Mais Ouais. vraiment, c'est... Ouais, puis c'est flippant en plus. Parce que du coup, t'es comme, tu sais... face à quelqu'un qui a pas vraiment de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il a pas le même logiciel que nous, en fait. Oui, oui, carrément. Du coup, tu peux pas le raisonner en disant, mais t'es méchant. Mais je pense qu'il y a un peu des troubles, peut-être, derrière, Ouais, derrière c'est ça. possible. Oui, bien sûr. C'est possible. Putain, ça, c'est ce que j'adore. En fait, Tunnel, c'est une émission de comptoir, d'accord? Je pense même Oui, d'ailleurs. parce qu'on est toutes psy, là, hein. L'année prochaine, on va faire soit il y aura des j'en appelle à ma direction s'ils m'écoutent, soit il y aura des banquets pour qu'on se mette parce que dans le pitch de l'émission, ça ressemble au dîner, aux fins de discussion, aux fins de dîner, les discussions à la fin, machin, où des potes se rencontrent et tout. Soit on va faire un comptoir comme ça et on sera tous à côté du comptoir. Psychologie de comptoir. Ouais, bah, attends, en même temps, Je pense que les gentils, ils sont gentils et les méchants sont méchants. Merci Un à petit tous. verre ballon. Faites tout pour moi. Bon, allez, on va faire Faites le reel. Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de cette espèce de manichéisme un peu enfantin? Je l'ai moi-même et toute l'émission a quand même été centrée sur ça, à vouloir classer les gens entre méchants et gentils. Alors, Bah, c'est terrible en vrai, faut pas être comme ça. Moi, c'est quelque chose que je combats beaucoup dans ma vie avec mes amis quand on discute, etc. C'est que je pense sincèrement que, genre, ouais, ça n'existe pas d'être entièrement gentil, entièrement méchant. Je pense qu'on est tous le méchant, le gentil de quelqu'un. On fait tous des erreurs. Et en fait, voir les trucs tout noirs ou tout blancs, genre lui, c'est un méchant, alors qu'en fait, oui, d'accord, il t'a trompé, il t'a fait une dinguerie. T'as quand même pris un exemple un peu extrême. Bah non, mais genre, quelqu'un qui t'a trompé n'est pas forcément... Non, mais... Ok, Marie de Brouwer. j'ai jamais été en couple, moi, donc je peux tromper personne. Bon, voilà, mais non, mais tu vois, genre, quelqu'un qui t'a fait une crasse une fois, ça veut pas... Enfin, Oui, voilà. je parle de ce genre de crasse, je te dis pas, il t'a frappé, hein, je te dis, il t'a trompé. Je veux dire... Voilà, c'est pas la même chose, mais dire que cette personne est horriblement méchante, c'est pas vrai. Elle a été horriblement méchante avec toi, tu vois, et ça fait pas sa personnalité. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime pas tout ce qui est noir ou blanc. Gênant. Mais c'est... Gênant. Ah, la glissade. Ah ouais. Non, mais du coup, ouais, quand c'est noir, quand les gens sont trop directs, comme si ils avaient la vérité, tu sais, la vérité. Mais peut-être que c'est plus simple aussi pour nous-mêmes, quand on est méchant avec nous, de se dire, ok, cette personne, elle n'a pas été méchante juste avec moi, elle est méchante inconditionnellement. Parce que sinon, c'est encore pire de se rendre compte que la personne qui est méchante avec toi, elle t'a vraiment réservé ce traitement, et avec tout le monde à côté, elle est gentille. Chloé, je te vois hocher la tête. Bah, c'est hyper flippant. Hein. Si tu te rends compte qu'une personne a décidé d'être méchante juste avec toi, ouais, c'est un peu... tu te sens un peu tyrannisé, quoi. Puis c'est encore pire, en vrai, tu sais, quand tout le monde est là, non, mais il ou elle t'a fait ça, mais il ou elle est gentil, t'es là, ah. Ça fait mal au cœur. Ah oui. Doria, toi, ça t'a... Bah ouais, je sais pas trop, mais c'est vrai que je pense que ça fait un peu du bien parfois d'essayer de classer un peu les gens pour essayer un peu d'y voir un peu plus clair, mais clairement tout n'est pas aussi binaire comme on disait, et il y a bien plus de subtilité. Mais du coup, ouais, prendre un peu du recul, essayer de comprendre aussi un peu ce qui motive les gens,
Mais ouais, clairement, je pense que ça aide quand même de se dire, ok, lui, bon, il a été archi méchant avec archi plein de gens, je vais pas attendre beaucoup de gentillesse de sa part non plus, quoi. Moi, je les place plus dans des cases de connards. Tu vois, d'accord. Bon, je vais pas moi, dire c'est tocard le mot. Ouais, bah tu vois, genre, C'est je vais moi, c'est au lieu... gafard. Voilà, bah, au lieu de dire genre il est méchant, je vais plutôt être là, c'est un vrai connard celui-là, ou une connasse, ou je sais Ouais, pas. non, c'est vrai. Mais ouais, plus que méchant, tu vois. Mais c'est ça, en fait, je crois que dans ce truc de un peu exagérer les formes, les traits, les cases, il y a un truc où ça désamorce un peu je sais pas, les restes de violence que tu peux garder d'une situation qui a été genre un peu vénère pour toi. Et du coup, je pense que ça peut être un peu, ça peut faire du bien de classifier, mais avec un peu de caricature en fait. Ça, je pense que tu prends un peu de recul, tu peux en rire quoi. Chloé, toi aussi, c'est connard ton insulte préférée, comme Deva manifestement. Moi, j'aime bien dire c'est gros bâtard. Ah ouais, pas mal aussi. Mais tu sais, tous les mots, bâtard, Venez, tu on fait vois. un concours. tous les mots en art. Ah ouais, À un moment, avec une pote, on disait chiennard, genre un gros chiennard. j'adore. C'est pas mal, je trouve. Moi, je disais pauvre merde, ça c'est ma préférée. Ouais, Ouais. ça, c'est vraiment Parce que c'est très, moche. très bas. C'est vraiment, t'as été. Ouh, c'est dur ce que t'as fait. T'es une pauvre merde, Genre. genre. Malodorant un peu en plus. Oh, oui, tout ça, tout. Ouais, c'est. Oh, Marie, ma c'est mère, quoi elle va ton pas être insulte contente, hein. Moi, c'est tocard. Tocarda, tocard. Tocarda. Ouais, gros tocardo, ouais, c'est Un vrai. tocardo, une tocarda. Mais parce que je pense que ça relève du comportement. Pour moi, tocard, c'est ça. Tu fais de la merde, quoi. Tu fais t'es un bouffon, quoi. t'es un tocard. Comme on a tous été un tocard à un moment. Et je suis assez d'accord qu'il n'y a pas de binarité et tout. Puis en plus, enfin, il y a la vie, etc. Mais il y a aussi les milieux quand t'es militant et que t'as des milieux qui essaient de remettre en question justement les comportements de tout le monde. Il y a un vrai truc de donner des points, des mauvais points à qui est la personne qui a été, enfin, dans ce truc-là de vouloir même littéralement mettre les gens dans des cases, genre les méchants, les gentils. Donc dans les milieux militants, ça va être les gens de droite, les gens de gauche et vraiment désolé les gens de gauche, mais il y a vraiment beaucoup de tocards. Des tocardes. Et c'est trop chelou. Genre, souvent, je me dis, parfois, on me fait des reproches sur des choses et je suis pas contre, mais genre, on me demande à moi d'être irréprochable sur, j'en sais rien, je vais faire une pauvre vanne sur un truc féministe, machin, mais je vais un peu me planter. Enfin, vraiment une pauvre vanne, quoi. Et on va m'épingler en mode, meuf, tu peux pas dire ça parce que ceci, parce que cela. Alors, moi, je suis pas contre de me remettre en question autant qu'il le faut. Par contre, je serais aussi d'avis qu'on soit pas aussi narcissique et de tout prendre pour soi. Moi, je prends mon exemple, peut-être que c'est débile, mais genre, on vit dans un monde maxi grossophobe et genre des trucs grossophobes de gens super, des gens super. Ils disent des trucs grossophobes tout le temps et je vais pas commencer à détester tout le monde puisque si je dois détester tous les grossophobes, c'est tout le monde, voilà, welcome. Et du coup, si je dois distribuer des bons points, des mauvais points, vous avez tous des mauvais points. Et je pense que c'est un truc de... Justement, c'est ça, de nuance et de patience et de droit à l'erreur et de droit à la bêtise et de droit à être un peu un tocard de temps en temps. Tant que après tu dis oh putain je suis désolée j'étais un tocard comme ça. Mais je sais pas si t'as déjà eu ce truc, tu sais, ou même je sais pas comment expliquer, mais tu sais quand tu vois tout le monde entier à travers les lunettes d'une lecture oppresseur-oppressé, en fait, surtout quand c'est une oppression que tu vis, hein, je veux dire, c'est hyper dur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, du coup, tu vois toutes les micro-agressions, les micro-comportements et tout. Et en vrai, c'est tellement plus reposant pour le cerveau parfois de se dire vas-y, je laisse tomber ça. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Et effectivement, je te rejoins, les lectures du monde, parfois des milieux militants, en fait, t'as l'impression que le militantisme devient un hobby et non plus un combat vraiment pour que les choses avancent. Et que le but, c'est juste de faire partie d'une commu où l'occupation, c'est de voir qui, dans les personnes les plus visibles, ont fait des trucs problématiques et à quel moment. Enfin. Et puis, c'est surtout qu'en plus, aller chier sur les gens horribles, parce que chier sur les... Je dis pas qu'il faut pas remettre en question les militants, les militantes. Évidemment que oui, il faut, quand on fait des dingueries, si on en fait, il faut dire des choses. Mais moi, parfois, je sais que je fais surgaffe à un point où même ça en devient, moi, une autocensure. Dans mon cerveau, ça bouillonne, où je veux surtout pas blesser des gens, je veux surtout pas dire une connerie, je veux être sûre de ce que je dis et tout. Ce qui est bien et ce qu'il faut faire, je suis pas triste de le faire, mais c'est quand même pesant. Et quand on vient me dire, genre, quand t'as dit à 1 minute 24 de ton podcast, telle phrase, telle tournure, par exemple, moi, il y a des trucs dans mon vocabulaire qui sont encore misogynes et que je continue à dire, ou qui sont problématiques dans les insultes, etc. Et quand on vient m'épingler sur des trucs comme ça et qu'on me dit c'est hyper violent,
violent quand tu dis ça, etc. Je suis en mode, si tu trouves que Marie de Brouwer, qui genre parle de son doudou et qui parle de pipi et qui est genre un espèce de petit nounours qui fait des blagues de cul sur Instagram, tu trouves ça violent? Le monde est pire, vraiment. Le monde n'est pas, tu n'es pas prêt pour le monde, quoi. Mais après, je pense qu'il y a un truc aussi, tu sais, où en gros, vu que le monde est plein d'injustices et qu'on est hyper impuissant par rapport à ça, bien sûr. En fait, comme on peut jamais s'en prendre aux personnes qui sont responsables puisqu'elles sont juste tout simplement inatteignables, eh bien, on s'en prend aux personnes qui nous semblent parfois incarner le pouvoir, en tout cas incarner des voix fortes et à qui on peut demander des comptes, puisqu'elles sont là à dire oui, demandez-moi des comptes, je suis d'accord. Enfin, tu vois. Puis encore une fois, moi je me plains sans me plaindre parce que ça arrivait très rarement qu'on essaye de m'attraper ma veste, etc. Aussi parce que je fais attention et franchement, j'ai pas du tout envie de me plaindre de ce truc-là. Mais par contre, ça m'a fait d'être un peu de l'autre côté. Ça m'a fait aussi me prendre conscience de faut de la putain de nuance tout le temps. On a envie, quand on est en colère, on a envie de dire noir ou blanc, mais en fait non, parfois c'est gris, allez hop, vous pourrez la faire tatouer sur l'autre bras. Bah vas-y, tu me le fais du coup. On fait un petit échange. Chloé, les personnes toi, que tu mets en scène dans tes BD, t'arrives à les faire nuancer? Ouais, enfin, je dis ouais, mais c'est hyper dur. C'est vraiment le... T'as envie de faire des archétypes, j'imagine. Il faut éviter justement de tomber dans des scénarios trop manichéens, avec des personnes un petit peu trop stéréotypées, et donc aller chercher de la nuance en fait dans ton personnage, dans sa trajectoire, et donc ça demande pas mal de recherche, plus sur le plan sociologique en fait. Je pense que c'est vraiment ça moi qui m'aide, c'est d'aller essayer de comprendre déjà qui va m'inspirer, pourquoi est-ce que telle personne m'a touchée, et donc pourquoi j'ai envie de la dessiner, de raconter un peu un bout de son chemin, et comment ça va nourrir mon personnage qui a priori à la base peut-être est issu d'un autre environnement, mais vas-y, comment je peux combiner les deux pour essayer de faire germer quelque chose de différent, et tout en essayant de garder bien sûr une cohérence dans le statut de mon perso et de là où j'ai envie de l'emmener, et surtout comment est-ce que ça va venir soit s'entrechoquer avec les autres personnages, et comment voilà, ça va apporter à l'histoire, et quel tableau je vais faire en fait de lui dans ce décor, quoi. Mais du coup, à la manière d'une scénariste, est-ce que tu fais des espèces de fiches personnages où tu mets leurs qualités, leurs défauts et tout, ou ça vient plus à chaque situation qui se présente à eux? En fait, les personnages, ils prennent vie vraiment quand tu commences à dessiner l'histoire. Enfin, moi, c'est comme ça. Tu sais, je me fais pas mal de films sur mes persos et comment est-ce que je vais les mettre en scène. Et tout ça, c'est dans ma tête. C'est hyper... parfois, c'est abstrait, parfois, c'est plus clair. Ça dépend des scènes. Et en fait, je me rends compte que quand je me mets à dessiner et que j'essaye de reproduire ce que j'ai écrit, le personnage, il devient autre, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais de le dessiner, de le faire vivre sur la page et de le faire rencontrer les autres persos dans sa forme finale, presque, tout d'un coup, ça vient saboter un peu ce que j'avais préparé de lui. Et du coup, en fait, ça, c'est un kiff parce que... Et en même temps, c'est flippant parce que tu pensais un peu savoir où t'allais et au final, tu te laisses un peu surprendre par le perso qui, tout d'un coup, en le dessinant, tu te rends compte que là, la petite réplique, en fait, ça va plus tourner comme ça. Et du coup, la fin de ta scène, elle t'emmène ailleurs. Et donc, c'est assez génial parce que les choses, tu les maîtrises et en même temps, tu lâches aussi. Et voilà. Donc tu peux te retrouver en avoir en fait des personnages qui sont le fruit de ton imagination qui en fait ne te sont pas sympathiques du coup. Carrément, ouais. C'est fou. Et il y a des persos que je mets du temps à aimer, à apprécier. Et parfois j'entretiens ça, parce qu'en fait ça sert l'histoire. Et ça sert la trajectoire d'autres personnages. Et en même temps, hyper important de garder toujours un peu d'empathie pour les personnages, même ceux qui ont un rôle un peu moins reluisant. Parce que voilà, je pense que c'est important, même pour les lecteurs et les lectrices, de pouvoir les cerner de manière un peu plus entière, quoi, et que ce soit pas juste le méchant de l'histoire. Ça, même moi, j'aurais du mal à y croire. Donc, voilà. Et on est sur cette histoire de personnes. On a beaucoup parlé justement des gens qu'on connaît, ou des gens en tout cas connus, etc., ou puissants.
quid des inconnus? Je me tourne vers toi, Doria, parce qu'on sait que justement à Bruxelles, en Belgique, en tout cas, les gens sont quand même plus sympas que tout ce qu'on a pu dire sur Paris. Ça te fait quoi, toi, la gentillesse spontanée? Tu sais, genre, les gens qui sont gentils dans la rue, les transports, les magasins. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vendu ma voiture. C'est pour pouvoir reprendre les transports en commun et être de nouveau, genre, juste avec les gens. Elle habite à Bruxelles. Ouais, mais j'ai été dans le tram à Bruxelles aussi, c'est pas non plus... Franchement, moi, ça m'éclate de ouf. Genre, une petite mamie qui vient, qui me parle, on papote 2 secondes. Genre, ça me met trop le sourire pour toute la journée, en vrai. Mais même quand t'es en terrasse à BX, tu peux vite te retrouver à parler avec les gens des tables à côté. C'est vrai. À Paris, même si c'est une demande utilitaire, tu veux juste leur demander du feu, les gens ils sont là, ouais. You can't sit with us. Ma belle, c'est bon. Enfin, non, ma belle, le pire. Oui, tu sais que quand quelqu'un te dit ma belle, qu'elle t'aime pas au fond. Bah oui, mais c'est ça le running gang. Ah bah oui. Ma belle. J'ai bien compris. Non, mais cette gentillesse spontanée là, c'est. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait trop plaisir. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien partir du principe que je vais me dire, ok, tout le monde est gentil. Enfin, tous les inconnus, je vais partir du principe qu'ils sont tous gentils. Je vais d'abord avoir une première approche de gentillesse. Et après, on verra s'il faut ajuster ou pas. Mais c'est un cercle tous, vertueux. Même les hommes. Parce que moi, quand je vois un mec, je me dis pas qu'il. Je plutôt. Dans l'espace public, ouais. Ouais, dans l'espace public, quand je vois un mec, je me dis pas, oh, il est gentil, je suis sûre. Tu vois, je me dis plutôt, il me fait peur, je vais me méfier en premier abord, quoi. En premier abord, la méfiance. Ne nous lance pas sur le dilemme de l'ours ou l'homme dans la forêt. Mais on sait toute notre réponse, donc. Bah oui. J'ai vu une photo d'un ours qui était assis à une table de pique-nique et il y avait marqué genre I don't know bro, just treat her like a human being, genre en mode, et c'était trop drôle et il est en train de dire aux hommes bah juste sois normal, arrête d'être bizarre et tout. Mais j'ai vu une vidéo hyper cringe, en gros c'est un mec, tu vois qu'il est chirurgien. Et il fait un TikTok et il dit en anglais, il dit bon les gars, entre nous, ça vous est déjà arrivé de vous dire elle est pas mal. Et du coup il y a une meuf derrière qui réagit, qui fait je veux être opérée par l'ours. Je préfère être opérée par l'ours. Parce que genre. Elle me dégoûte parfois. C'était terrible ce que t'as dit. Franchement c'est terrible. Mais franchement ouais, mais t'as déjà parlé avec des gens qui sont médecins ou quoi? Ça te fait. Ça me fait peur encore médicalement. Qui s'est jamais fait agresser aussi d'une façon ou d'une autre par des médecins, enfin tu vois. Oui. Hein. T'as une angine, on te touche les tchouches pour voir. Les tchouches. Et pour clore cette émission, comme promis, nous allons avoir avant, évidemment, le temps des au revoir à mes merveilleuses invités. Un petit live de Deva Muse. Deva, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Est-ce que tu peux nous redire pour les gens qui n'étaient pas là en début d'émission? Oui, du coup, je viens de sortir mon EP qui est sorti aujourd'hui. Et du coup, je vais vous interpréter la track numéro 3 qui s'appelle Le Plan et qui est une chanson qui parle de mon plan pour tout casser. Merci. Qui est le bonus track, donc c'est un petit jeu de mots. Merci beaucoup Deva, on t'écoute tout de suite sur Move, Le Plan. Je veux manier le temps, donne-moi plus de temps. Je suis à la lettre, je compte les secondes. Belle illusion que je projette. Je cours après son nom, ancienne lumière gravée dans le fond de la rétine. Les souvenirs dans le fond de l'âme. Pour mêler ce monde vacille, règne de la manie. L'ombre, la lumière, mon esprit s'égare. Suis-je l'original ou l'avatar? Flashback tape dans ma tête. Mon cœur refait la siesta. Je serai détail. Je serai détail. J'ai un plan, je suis à la lettre. Je compte les secondes. Belle illusion que je projette. Je cours après son ombre. J'ai un plan, je suis à la lettre. Je compte les secondes. Belle illusion que je projette. Je cours après son nom. Actrice et beauty privilège comme Monica. Ils veulent l'exclure mais je leur dis non, c'est à l'écaille. Tête pendant 3 ans. J'ai fleuri, j'ai tombé le temps. Leur voix résonne comme des ultrasons. Je veux plus les entendre, c'est mes conditions. Je taffe, le compte en banque grandit. Voler cette année, New York, Tokyo et les Maldives.
je serai de taille. Je serai de taille. J'ai un plan, je suis à la lettre. Je compte les secondes. Belle illusion que je projette. Je cours après son nom. Je veux manier le temps. Donne-moi plus de Je creuserai ma tombe au soleil. J'aurais fait doubler cette oseille. Le plan, tout est déjà prévu. Je casse toutes les cases, l'une après l'une. Je serai de taille, je serai de taille. Je serai de taille, je serai de taille. Il est l'heure pour moi de dire au revoir à mes invités. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu de cet exercice de 2 heures sur la gentillesse. Est-ce que chacune a un petit mot de la fin avant que je rende l'antenne à ceux qui me suivent, parce qu'il y a une émission spéciale après ce soir. Chloé, je te laisse commencer. Si tu as un projet à annoncer, une actu, vas-y. Bah là, j'ai un truc de ouf à dire. Vas-y. Samedi soir, braquage au centre Pompidou avec le Juice. Donc, showcase dessiné, incroyable. Mais moi, je n'en reviens pas de dire ça. Donc, s'il vous plaît, venez. Chambé. Ça va être fou. Chambé. Merci beaucoup, Chloé. Doria. Moi, mon album sort demain. Du coup, il faut aller l'écouter. On rappelle le nom de l'album. Je cherche encore. Et voilà, c'est pas mal comme actu déjà. Mais j'espère que tu vas trouver. Ah, on voit pas le clin d'œil derrière leur transistor, c'est dommage. Merci beaucoup, Doria. Marie. Putain, j'ai pas d'actu de aussi ouf que vous, mais vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je vais jouer le 14 juin avec Elsa Ola et le 18 juin avec Étienne Lautrette des 30-30 à Paris. Marie DEBR sur Instagram, Marie de Breu. Merci beaucoup, Marie. Et d'Eva, enfin, qu'on vient d'entendre. Eh bien, écoutez, déjà merci pour cette émission. Et puis, mes actus, le 13 juin, à Bruxelles, je fais une release party pour mon EP qui est sorti aujourd'hui. Donc, faut pas hésiter à venir. Faut pareil, me suivre sur Insta, Deva pour Muse, pour les actus, etc. Et puis, le 11 juillet aux Ardentes. Et voilà, quoi, il faut streamer Eclosia. Yes. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus. Merci à vous qui avez écouté. On se retrouve la semaine prochaine, 19h, 21h sur Move pour Tunnel.